Dans les précédentes conférences, j'ai essayé de vous convaincre qu'il est possible d'acquérir une certaine sérénité, même dans une période inquiétante comme celle-ci. Comment? Eh bien, en vivant intensément le moment présent. Vivre le moment présent, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, comme nous l'avons vu, cela peut consister à se satisfaire des besoins primaires, comme le recommandait Épicure à ses disciples, quitte à sacrifier les objectifs grandioses et souvent irréalistes qui sont les nôtres. Vivre le moment présent, cela peut être aussi s'adonner à la philosophie, à une activité artistique, ou encore à une pratique inspirée du bouddhisme, la méditation de pleine conscience. Je vais maintenant tâcher de répondre à deux objections que l'on pourrait me faire par rapport à ces deux conférences précédentes. La première, c'est qu'il serait très imprudent de se concentrer en permanence sur le moment présent, sans jamais penser à l'avenir. La deuxième objection, c'est que toutes ces pratiques individuelles sont finalement assez égoïstes. Et à ce titre, elles pourraient très bien ne pas satisfaire nos exigences éthiques. J'irai assez vite pour la première objection. Elle serait valable si quelqu'un avait prétendu qu'il ne fallait pas du tout se soucier de l'avenir. En réalité, personne, à ma connaissance, n'a jamais dit une telle chose. La philosophie épicurienne, par exemple, recommande de s'occuper un peu de l'avenir. Il faut, par exemple, pouvoir travailler pour se nourrir. Simplement, il ne s'agit pas de faire des plans extrêmement ambitieux, d'être sans cesse stressé, préoccupé à cause d'un avenir lointain. Il s'agit de se préoccuper du lendemain, éventuellement du surlendemain, mais ne pas avoir d'objectifs trop ambitieux. Si nous voulons satisfaire nos besoins naturels, il nous faut travailler, donc anticiper l'avenir, au moins à court terme. Voilà en gros ce que nous dit Épicure. Donc ne pas trop se préoccuper de l'avenir, mais s'en préoccuper un petit peu. La philosophie d'Épicure ne se réduit pas au célèbre adage du poète Horace, Carpe diem. Carpe diem, c'est-à-dire cueille le jour, profite du moment présent. Quant aux personnes qui pratiquent la méditation, que ce soit dans un cadre religieux ou non, eh bien, elles vivent dans une certaine mesure dans le moment présent, c'est vrai. Mais comme aucune d'entre elles n'a encore atteint le sommet de la sagesse, elles espèrent pouvoir progresser encore dans cette voie. Donc, elles sont quand même tendues vers l'avenir. Elles se soucient un minimum du lendemain. Et en général, elles travaillent, elles aussi, pour pouvoir continuer à vivre. En somme, il ne s'agit pas d'oublier totalement l'avenir, mais de se réserver des moments où l'on se consacre entièrement à une activité présente, en se concentrant sur ce qu'on est en train de vivre. Encore faut-il préciser qu'il n'y a pas de frontière très nette entre les activités qu'on accomplit pour elles-mêmes, sans se soucier de l'avenir, et les activités utiles pour un objectif futur. D'abord, comme je l'ai dit dans la précédente conférence, il est sans doute impossible d'être longtemps concentré sur le moment présent. L'expérience de la méditation de pleine conscience le montre. Régulièrement, alors que nous sommes concentrés sur le moment présent, le souci de l'avenir revient en force dans notre esprit. Nous réfléchissons spontanément à ce que nous allons faire ou ce que nous allons subir dans une heure, dans un jour, dans un an. Inversement, nous pouvons nous concentrer sur le moment présent lorsque nous effectuons un travail. Un travail, c'est-à-dire une activité qui, en principe, est effectuée en vue d'un but plus ou moins lointain. Ce qui nous motive à travailler, en effet, ce n'est pas simplement la perspective d'une satisfaction à venir. L'argent, le respect, la reconnaissance ou l'admiration de la part d'autrui. Bien souvent, en effet, le travail en lui-même est intéressant. Évidemment, cela dépend du type d'activité qu'on effectue. Mais il y a beaucoup de gens, par exemple des artisans, des ingénieurs, des artistes, des agriculteurs, des sportifs, des scientifiques, la liste n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup de gens qui disent aimer ce qu'ils font et qui peut-être continueraient de faire cela, de travailler dans ce domaine, même s'ils n'étaient pas payés pour cela. D'autres personnes, parfois les mêmes, pratiquent une sorte de travail durant leur loisir.
On oppose en général le travail et le loisir. Mais si on y réfléchit bien, beaucoup d'activités de loisirs sont en fait des sortes de travaux. Par exemple, le jardinage, le bricolage, l'apprentissage d'une langue étrangère, le fait de pratiquer un instrument de musique, un art martial, un sport, etc. Les personnes qui font ce genre de pratique, qui pratiquent ce genre de loisirs, sont certainement motivées par la perspective du résultat final. Elles se disent j'en bave un peu pour l'instant, mais qu'est-ce que je serais content ou qu'est-ce que je serais contente lorsque j'aurai enfin la récompense de mon travail, plus tard. Mais ces mêmes personnes peuvent aussi éprouver du plaisir à exercer leur corps et leur esprit. Au moment même où elles travaillent, elles éprouvent bien souvent une réelle satisfaction, alors même que le résultat final n'est pas encore là. Autrement dit, ce qui était d'abord un simple moyen, une étape pour un objectif plus ou moins lointain, devient une fin en soi, un objectif qui a une valeur en lui-même, une activité qui mérite qu'on s'y intéresse pour elle-même. Alors évidemment, vous allez me dire qu'il y a des activités qui sont beaucoup plus ennuyeuses, des activités très répétitives, qui font un peu appel à la créativité, à l'intelligence ou à l'habileté technique. C'est notamment le cas pour toutes ces besognes quotidiennes qu'on effectue souvent avec répugnance. Faire le ménage, la vaisselle, les courses, trier ses papiers, etc. Pour effectuer ce genre d'activité, il pourrait sembler logique de tourner son esprit vers l'avenir. En effet, sans la perspective de la satisfaction finale, comment ce genre de travail ne pourrait-il pas être insupportable? Est-ce que l'attrait de la récompense, c'est-à-dire la satisfaction d'avoir terminé le travail, n'est-il pas ce qui nous motive à agir dans ce cas-là? Eh bien, pas forcément. En effet, l'expérience nous apprend qu'il est souvent, sinon toujours, préférable de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire, sur cette besogne ennuyeuse, étape par étape, plutôt que de penser au résultat final. Et si on y réfléchit, la raison en est assez simple. Quand on a l'esprit fixé vers le but, on a conscience de tout le travail qui reste à accomplir. Et c'est assez décourageant. L'esprit souffre parce qu'il est déchiré entre ce qu'il imagine, la satisfaction à venir, et la réalité qu'il est en train de percevoir, c'est-à-dire le travail en train de se faire. Le mieux est alors de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire, même si c'est une tâche ennuyeuse. Quand j'étais enfant, alors que je faisais une balade en montagne, une personne de ma famille m'avait conseillé de ne pas penser au sommet et sur toute la route qu'il me restait à faire. Elle m'avait dit de me concentrer sur chacun de mes pas. En suivant ce conseil, je me suis aperçu que la montée n'était finalement pas si pénible que cela, et je suis arrivé en haut plus tôt que je ne l'avais prévu. Inversement, je me souviens d'avoir compté les derniers jours qu'il me restait à tirer à la fin de mon service militaire. Oui, car je fais partie de cette vieille génération qui a encore fait son service militaire. Et donc je comptais les jours un peu comme un prisonnier qui... Et c'était une erreur, car cette brève période de temps m'a paru alors très longue, alors que les mois précédents étaient passés finalement assez vite. Ainsi, il semble bien qu'on ait tout intérêt, lorsqu'on travaille, à se concentrer surtout sur le moment présent, étape après étape, plutôt que d'avoir sans cesse les yeux rivés vers l'objectif final. Si on fait cela, on prendra conscience d'un processus en train de se faire. Au lieu de se sentir enfermé dans un présent insupportable, on prendra conscience du changement qu'on est en train d'effectuer, peu à peu. Et la lenteur même du travail ne sera plus un problème. Sauf, bien sûr, si on s'obstine à vouloir comparer le travail qu'on est réellement en train de faire avec un travail idéal, entre guillemets, un travail qu'on accomplirait si on était plus habile et plus rapide. Finalement, se concentrer sur la tâche qu'on est en train de faire est une sorte de méditation, même si cette tâche a aussi une utilité pour un objectif futur. Je vais maintenant répondre à la deuxième objection.
Est-ce que se consacrer à son bonheur personnel à travers la méditation, la philosophie, l'art ou d'autres activités épanouissantes, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'égoïste? Évidemment, on pourrait répondre à cette critique que toutes ces activités ne sont pas nécessairement solitaires. Cependant, même lorsqu'on pratique ces activités à plusieurs, est-ce qu'on ne s'enferme pas dans un petit cercle de privilégiés? Au fond, est-ce que ce n'est pas là un luxe de bourgeois, individualistes, repliés sur leur petit monde bien douillet, peu soucieux des grands problèmes économiques, sociaux, politiques et écologiques de notre époque? Malheureusement, ces hypothèses ne semblent pas être purement théoriques. On pourrait trouver en effet beaucoup d'exemples de gens qui cherchent leur bonheur à travers ce genre d'activité, sans se soucier du reste de la société. Mais il y a pire. On peut trouver des philosophes, des gens qui pratiquent la méditation, ou bien des artistes, qui cautionnent le système en place avec ses injustices, et qui, d'une certaine manière, le perpétuent, le confortent, le consolident. Par exemple, certains philosophes peuvent nous enseigner une forme de résignation, une adaptation à la réalité présente. Parfois même, ils pourront justifier les inégalités sociales et politiques. On peut utiliser l'art pour glorifier des chefs d'entreprise, des chefs d'État. L'art, depuis des siècles, voire depuis des millénaires, a souvent été utilisé par les plus puissants pour, en quelque sorte, se donner une légitimité pour leur prestige. Quant à la méditation, on peut l'utiliser comme un moyen pour rendre les travailleurs plus concentrés, plus efficaces dans leur travail, donc plus productifs. Au lieu que la méditation soit une voie vers la liberté, vers la sérénité, vers la paix intérieure, ça devient un outil au service des capitalistes. La méditation a pu être utilisée également pour diminuer le stress de soldats américains en Irak. Donc la méditation, ce chemin vers la paix intérieure, devient en quelque sorte une arme de guerre. Reste à savoir si c'est la faute de la philosophie, de l'art ou de la méditation, si ces activités ont été utilisées, et sont encore utilisées d'ailleurs, pour renforcer le système ambiant. En réalité, si on cherche bien, on verra que toutes les qualités humaines, l'intelligence, le courage, et même la gentillesse, le dévouement à la collectivité, toutes ces qualités ont été utilisées pour maintenir en place des systèmes de domination. Les gens qui nous dirigent sont assoiffés de pouvoir et d'argent. En général, ils ne sont guère soucieux de l'intérêt général. Mais s'ils ont du pouvoir et de la richesse, c'est bien parce qu'il y a des gens honnêtes, intelligents et dévoués dans la société, des gens qui travaillent pour leur famille et qui participent à la prospérité générale. Au fond, on pourrait dire que les gens qui nous dirigent sont comparables à des sortes de parasites qui se nourrissent de l'organisme qu'ils phagocytent. Ils ont besoin que cet organisme se porte bien pour pouvoir lui pomper son énergie et ses ressources. Ainsi, toutes les choses qui donnent de la valeur à la vie, l'amour, l'amitié, la connaissance, la créativité, sont en partie détournées par ceux qui sont au sommet de la société et qui s'en servent pour renforcer ou pour accroître leur pouvoir. Est-ce que cela veut dire que ces choses seraient mauvaises en elles-mêmes? Non, ce serait évidemment absurde de dire cela. N'ayons donc pas de scrupule à pratiquer des activités qui nous épanouissent, du moment que nous consacrons aussi du temps aux autres. Le célèbre Gandhi a consacré des années de sa vie pour la liberté de son peuple et pour combattre plusieurs formes d'injustice, et notamment les violences entre hindous et musulmans qui ont ravagé son pays, notamment au moment de l'indépendance en 1948. Donc Gandhi, c'était quelqu'un qui était extrêmement dévoué aux autres, qui n'était pas replié sur son petit bonheur personnel. Et pourtant, cela n'empêchait pas de pratiquer régulièrement une forme de méditation. On peut donc trouver un équilibre entre des activités consacrées à soi-même et des activités plus altruistes. À vrai dire, ce terme d'équilibre est peut-être mal choisi, car il laisse entendre qu'il y aurait une sorte d'opposition entre ces deux types d'activités. Il faudrait contrebalancer
la recherche du bonheur personnel par des activités dévouées aux autres. Or, on a de bonnes raisons de penser qu'il n'y a pas d'opposition réelle entre ces deux types d'activités. En effet, nous pourrons sans doute beaucoup mieux aider les autres si nous sommes davantage épanouis nous-mêmes. Notre joie, notre sérénité, nous pourrons alors la communiquer aux autres et les aider à devenir eux-mêmes plus joyeux et plus sereins. Nous pourrons également être davantage à leur écoute que si nous sommes submergés par nos propres problèmes. Alors, bien sûr, il faut sans doute avoir un peu souffert dans la vie pour être sensible à la souffrance d'autrui. Et pour être sensible aux injustices qui enlaidissent notre monde, pour avoir envie de lutter contre elles, il faut sans doute avoir soi-même souffert d'une injustice. Mais pour comprendre autrui en profondeur, pour pouvoir l'aider efficacement, il faut sans doute ne pas être soi-même submergé par la souffrance. D'abord parce que cette souffrance, elle peut nous rendre égoïstes ou du moins impuissants. Quand on est en train de se noyer, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, eh bien, on n'arrive pas à aider les autres à échapper à la noyade. De plus, même lorsque nous essayons d'être altruistes, lorsque nous essayons vraiment d'être à l'écoute des autres, eh bien, nous risquons d'être égoïstes sans le savoir. Si nous sommes obsédés par notre propre souffrance, par nos besoins, par nos frustrations, eh bien, nous risquons fort de projeter tous ces sentiments, tous ces désirs, tous ces manques sur autrui. En croyant nous mettre à la place d'autrui, eh bien, nous ne verrons finalement en lui qu'un reflet de nous-mêmes. En prétendant l'aider, nous lui proposerons peut-être un chemin qui n'est pas le sien. Nous chercherons à satisfaire nos désirs ou nos besoins, au lieu de l'écouter attentivement pour savoir ce dont il a réellement envie. Un exemple parmi d'autres, il y a des parents qui, comme on dit, veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Les meilleures études, la meilleure réussite, les meilleurs vêtements, la meilleure université, etc., etc. Dans bien des cas, ils sont réellement soucieux du bonheur de leur enfant. Mais on peut se demander si dans certains cas, au moins, ils ne projettent pas sur ces enfants, au fond, leurs propres désirs, leur idéal personnel, leur image de l'idéal social, de la réussite sociale. Et finalement, en voulant que leurs enfants réussissent, ils veulent peut-être que les enfants suivent un chemin qui n'est pas celui que les enfants auraient choisi plus spontanément. Ils veulent peut-être imposer un certain idéal qui ne correspond pas au réel désir de leurs enfants. Donc, il semble bien que nous serons d'autant plus aptes à aider les autres que nous ne serons pas trop obsédés par nos problèmes personnels. Plus nous serons heureux, plus nous serons capables d'aider les autres à devenir davantage heureux. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu'il faille attendre d'aller parfaitement bien pour aider autrui. Il arrive fréquemment que des gens malheureux s'entraident pour sortir de la misère ou pour combattre des injustices dont ils sont victimes. Et bien souvent, cette action collective est efficace. Mais elle est d'autant plus efficace que ces gens sont davantage unis. L'union fait la force, comme on dit. Or, cette force, elle est tout autant mentale que physique. Quand des individus s'unissent, ils ont non seulement plus d'efficacité sur le plan matériel, mais ils ont aussi meilleure morale. Au lieu de se morfondre dans leur coin, ils s'épanouissent en participant à une œuvre commune. Ils tissent des liens d'amitié. Donc, là encore, cet exemple de gens qui s'entraident et qui sortent de leur malheur en s'aidant mutuellement conforte finalement ma thèse, c'est pas une thèse très originale en réalité. Cet exemple, il conforte la thèse selon laquelle on sera d'autant plus apte à aider les autres qu'on sera sorti de son propre malheur. Le bonheur n'est pas nécessairement égoïste.
Il y a même de bonnes raisons de penser que le bonheur et l'égoïsme ne vont pas bien ensemble. Plus nous sommes heureux, plus nous sortons de nos soucis personnels, et plus nous avons le désir de découvrir les autres, et de partager des expériences et des pensées avec eux. Inversement, plus nous sommes tournés vers les autres, plus nous sortons des limites étroites de notre petit moi, et plus nous sommes joyeux. J'ajouterai un dernier point pour étoffer cette argumentation. Nous serons d'autant mieux armés pour combattre l'injustice que notre esprit se sera libéré de ses craintes et de ses soucis. En effet, combattre l'injustice, cela veut dire notamment contester le pouvoir des dominants, ceux qui possèdent une puissance écrasante dans la société à cause de leur argent, de leur position politique, de leur statut social ou bien de leur degré d'instruction. Ces gens sont minoritaires et pourtant, ils arrivent à se faire obéir durablement, alors même qu'ils abusent régulièrement de leur pouvoir. Pourquoi est-ce le cas ? Pourquoi l'immense majorité des hommes renonce-t-elle à sa liberté pour s'incliner devant une petite minorité ? Cette question, un homme se l'est posée il y a 5 siècles. Il s'appelait Étienne de la Boétie, il est connu notamment à cause de son amitié pour Michel de Montaigne, amitié chantée notamment par Brassens dans sa chanson Les copains d'abord. Étienne de la Boétie, alors qu'il avait à peine 18 ans, a écrit un traité qui s'appelle le traité de la servitude volontaire, où il essaie de comprendre comment il peut se faire que un homme ou un petit groupe d'hommes parvient à dominer des milliers d'autres êtres humains. Une des réponses qu'il donne, c'est que la société est construite à la manière d'une pyramide. Un homme parvient à se faire obéir de 10 hommes en les autorisant à en dominer 10 autres, qui à leur tour en domineront 100, et ainsi de suite. Ainsi, chacun peut se consoler de la domination qu'il subit, en faisant subir à son tour une forme de domination aux personnes qui sont situées en dessous dans l'échelle hiérarchique. On pourrait ajouter à cette analyse de la Boétie que nous avons tendance à être comme de petits enfants à l'égard des autorités supérieures. Nous craignons leur colère, mais nous désirons aussi en être aimés. Bien entendu, nous obéissons parce que ceux qui sont au sommet de la société ont des moyens matériels pour nous imposer leur volonté. Ils ont des armes, dans la mesure où la police et l'armée leur obéissent. Ils ont de l'argent, ils ont des outils performants pour nous surveiller, etc. Mais tout ce pouvoir serait beaucoup plus fragile si notre esprit était davantage libre à l'égard de ces gens. Et cela implique une liberté à l'égard de l'avenir, une liberté aussi à l'égard des biens extérieurs. Si nous savions davantage savourer le moment présent, nous n'aurions plus peur d'être punis par les autorités extérieures. Nous n'aurions plus peur non plus d'être critiqués et désapprouvés par eux. Nous ne serions plus comme de petits enfants qui sont en quête d'approbation ou d'amour de la part de leurs parents. En somme, nous deviendrions véritablement adultes. Mais tout ceci suppose un important travail sur soi-même. Pour nous libérer de toute domination extérieure, pour être en mesure de critiquer efficacement l'ordre social, nous devons en quelque sorte nous libérer de nous-mêmes, ou plutôt nous libérer de l'image que nous avons de nous-mêmes. Quand nous disons « je »,« moi », nous associons à ces mots un certain nombre de pensées, d'images, de sentiments, qui sont en grande partie le résultat de notre éducation, de notre milieu social, des normes et des idéaux en vigueur dans notre pays et dans notre culture. Nous avons à la fois le sentiment d'occuper une certaine place dans la société, en tant qu'homme ou femme, enfant, adolescent ou adulte, jeune ou vieux, pauvre ou riche, peu instruit ou très instruit, etc. Mais nous avons aussi, consciemment ou inconsciemment, un certain idéal en tête, une image de ce que pourrait être une vie réussie pour nous-mêmes. Or, cet idéal, tout comme l'image que nous avons de notre propre personne, cet idéal est probablement une construction sociale, quelque chose qui nous a été imposé et que nous avons en grande partie intériorisé. Par la méditation, par la philosophie, par l'art,
peut-être pouvons-nous, dans une certaine mesure, nous libérer de toutes ces représentations. Peut-être alors prendrons-nous conscience que nous sommes singuliers, uniques, et que nous n'avons pas à nous conformer à un idéal imposé par la société. Mais cela ne veut pas dire pour autant que nous allons nous enfermer dans notre petit moi, dans notre petite pensée personnelle, comme si nous étions un monde à part, coupé du reste de la société. Non, au contraire, le fait de mettre en question l'appartenance à un groupe particulier, le fait de ne pas se réduire au fait d'être un homme ou une femme, un jeune ou un vieux, un riche ou un pauvre, le fait de prendre conscience qu'on ne se réduit pas à sa culture, eh bien tout cela nous permet de découvrir qu'il y a en nous quelque chose d'universel, quelque chose qui est commun à tous les êtres humains, au-delà de leurs différences sociales ou culturelles. Nous avons tous une pensée, nous sommes capables, au moins dans une certaine mesure, de la communiquer, de nous enrichir de la pensée des autres. Nous formons peut-être ce que Hegel appelait un esprit commun dont chacun d'entre nous est une manifestation particulière. Ainsi, dans la mesure où nous arrivons à nous détacher du rôle que la société nous a imposé, de ce personnage social qui nous colle à la peau, alors nous découvrons que nous sommes peut-être, chacun d'entre nous, des formes particulières d'une seule et même pensée, d'un seul et même esprit. Et du même coup, nous arrêtons d'être obsédés par notre petite pensée personnelle, par nos petits problèmes, par nos soucis singuliers. Et nous sommes sans doute capables de nous ouvrir davantage aux autres et de les aider véritablement efficacement.